Bonsoir. Aujourd'hui, on va entamer un thème qui est très fréquent en maladies infectieuses, qui est l'ictère fébrile, sous forme de conduite à tenir. On va commencer par une définition. C'est quoi un ictère? C'est quoi la définition d'un ictère? Donc l'ictère, c'est une coloration jaune de la peau et des conjonctives secondaires à quoi? À une accumulation dans le sang d'un pigment physiologique. Le pigment, c'est une substance qui donne une coloration. Donc ce pigment, il est appelé la bilirubine. Biologiquement, l'ictère, donc il va se produire lorsque le taux ça dépasse les 20 micromoles par litre. Lorsque ça dépasse légèrement les 20 micromoles par litre, ça va se traduire par un subictère. Et lorsque ça dépasse les 50 micromoles par litre, c'est un ictère franc. Un rappel physiopathologique sur la production de l'hémoglobine. Les globules rouges vieilles vont subir une destruction par les macrophages de la moelle osseuse et du foie. Il va y avoir 3 constituants. Le fer, il va être réutilisé pour l'érythropoèse, c'est-à-dire une nouvelle reproduction des globules rouges. La globine, qui est une protéine, elle sera décomposée en acides aminés, bien sûr réutilisés par le corps, et l'hémoglobine, qui est le constituant essentiel dans notre contexte. Il va subir plusieurs transformations en noyau tétrapyrrolique de l'hème, et puis en biliverdine, et puis en bilirubine libre ou encore appelée non conjuguée. C'est un constituant qui est liposoluble, c'est-à-dire il va se dissoudre facilement dans les matières graisseuses et il est de coloration jaune. Il va être pris par une protéine appelée l'albumine, transportée vers le foie, où au niveau du foie, il y a une enzyme appelée la glucuronyltransférase qui va transformer donc cette bilirubine libre en bilirubine conjuguée qui est hydrosoluble, c'est-à-dire elle se dissout facilement dans les matières ou bien dans les substances hydriques. Elle va passer dans la bile sous forme de stercobilinogène et puis dans le tube digestif, l'intestin grêle et puis le côlon, ce qui va donner la coloration foncée des selles. Toujours dans le rappel physiopathologique, selon le type d'ictère, il existe un ictère à bilirubine libre où l'anomalie elle est dans la production de la bilirubine libre et un ictère à bilirubine conjuguée où le mécanisme ici il est obstructif. Premièrement, l'ictère à bilirubine libre, donc il y a une hyperproduction de cette bilirubine par un mécanisme appelé l'hémolyse. C'est quoi l'hémolyse? C'est une hyperproduction de la bilirubine libre par une hyperdestruction des globules rouges. Ou bien une anomalie génétique comme les maladies de Gilbert et de Crigler-Najjar où il y a un défaut au niveau de l'enzyme de conjugaison, ou bien la cause elle peut être médicamenteuse. Dans la deuxième situation, l'ictère à bilirubine conjuguée, il y a un obstacle qui va entraîner une obstruction, c'est ce qu'on appelle le cholestase, mécanisme de cholestase devant l'excrétion et ou la sécrétion biliaire. Lorsque cet obstacle il est intrahépatique, donc le mécanisme appelé cholestase intrahépatique. Lorsque c'est extrahépatique, c'est cholestase extrahépatique, c'est-à-dire au niveau des voies biliaires extrahépatiques. L'ictère fébrile, comme on a dit, c'est une situation clinique qui est très fréquente où le diagnostic il est facile à faire facilement par l'inspection, mais les étiologies sont multiples, surtout infectieuses. Le plus important dans ce cas, c'est éliminer les situations d'urgence. Ictère d'origine infectieuse. Donc, avec ces deux types, bien sûr, à bilirubine libre ou à bilirubine conjuguée, donc peut être
par mécanisme d'hémolyse ou bien par mécanisme de cholestase hépatique ou extra-hépatique. Comme nota bene, la fièvre n'est pas synonyme de cause infectieuse. Elle peut être d'origine cancéreuse ou bien une maladie auto-immune. Pour la démarche diagnostique, premièrement, la première chose à faire, il faut identifier et éliminer les situations d'urgence où la prise en charge, donc la prise en charge, dans la prise en charge, donc on doit premièrement éliminer une situation très urgente et entamer un traitement en urgence parce qu'ici le pronostic vital peut être mis en jeu. Deuxièmement, c'est reconnaître l'ictère et son type. Et troisièmement, c'est le diagnostic étiologique avec ces trois volets, comme on a appris dans la sémiologie, l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires avec le volet, donc leur volet biologique et radiologique. L'identification des situations d'urgence. Quelles sont les situations d'urgence? Première situation, c'est la défaillance hémodynamique. Ici, il y a une hypoperfusion des tissus d'organes au niveau du corps. Du coup, il y a une insuffisance circulatoire. Parmi les signes de cette insuffisance circulatoire, c'est l'hypotension, le poids accéléré et l'oligo-anurie. Deuxième situation, c'est l'insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire dans cette situation, le foie il est défaillant. Donc le foie il est défaillant, donc elle peut se traduire par un syndrome hémorragique, par une insuffisance des facteurs ou bien une défaillance des facteurs de coagulation. Les angiomes stellaires aussi, c'est une apparence clinique de l'insuffisance hépatocellulaire. C'est une ramification d'un petit réseau vasculaire, donc centré par un point central, ce qui va donner la forme d'une étoile. Troisième situation, c'est l'atrophie hépatique, c'est surtout dans les situations de cirrhose. Troisième situation, c'est les signes d'encéphalopathie hépatique. Toujours, lorsque le foie il est défaillant, il peut se traduire par des signes neurologiques, par une accumulation de l'ammoniac dans le corps. Donc l'ammoniac, il adore la cellule nerveuse, donc il va y avoir une accumulation de cet ammoniac au niveau du cerveau, et puis va se traduire cliniquement par des troubles du comportement, par des convulsions, par des tremblements, etc. Quatrième situation, c'est les signes d'hémolyse aiguë. Donc une hyperdestruction des globules rouges, bien sûr, il va y avoir une anémie, des signes d'anémie qui sont la pâleur, la tachycardie, la splénomégalie. Donc, dans ces situations d'urgence, donc il y a plusieurs cadres de ces situations, donc où on peut trouver ces urgences. Premièrement, c'est l'angiocolite. C'est quoi une angiocolite? C'est une infection bactérienne de la bile et des voies biliaires. De la bile et les voies biliaires, généralement le mécanisme il est cholestatique. Comme antécédent, donc on peut voir les antécédents de lithiase où le malade a subi une cholécystectomie. Cliniquement, c'est une triade: fièvre, frisson, douleur de l'hypocondre droit avec un ictère. Devant cette triade avec ses antécédents, le premier diagnostic à évoquer, c'est l'angiocolite, qui est une situation très urgente. Donc rapidement, il faut pratiquer une échographie abdominale, faire des hémocultures en moins, 4 à 6 hémocultures espacées par une demi-heure à une demi-heure d'intervalle, pour l'identification du germe en cause, qui est généralement les bacilles gram-négatifs ou bien les anaérobies. Du coup, il faut instaurer en urgence une antibiothérapie probabiliste pour la mise en route ou bien pour couvrir les germes en cause, pour sauver bien sûr le patient. Après l'identification du germe,
Si on est dans le bon chemin, on va continuer bien sûr l'antibiothérapie. Si le germe il est résistant, on va changer les antibiotiques. Deuxième situation urgente, c'est le sepsis grave. Le sepsis grave, c'est une réponse inflammatoire donc, du corps vis-à-vis à une agression bactérienne très grave. C'est ça, généralement, c'est les bacilles toujours gram négatifs et les anaérobies. Autre situation, c'est la leptospirose, qui est une infection bactérienne secondaire à une bactérie appelée Leptospira, qui se trouve dans les voies urinaires des rongeurs, surtout les rats. La transmission vers l'homme par une effraction cutanée ou bien par les conjonctives, où elle va se disséminer dans le corps. L'apparition ou bien les formes cliniques sont multiples de la leptospirose dans la forme ictéro-hémorragique qui est une forme grave de la leptospirose. Dans ces cas toujours, dans ces situations de sepsis, il faut pratiquer des hémocultures, des prélèvements à partir des portes d'entrée cutanées, des portes d'entrée, des hémocultures, etc. pour l'identification bien digestive, par exemple, à travers les selles, etc. Donc pour identification du germe en cause et puis mise en route d'un traitement adéquat. Mais on ne va pas attendre bien sûr les résultats après 3 jours. Donc on va mettre une antibiothérapie probabiliste qui va couvrir les germes le plus souvent en cause. Troisième situation, c'est l'hépatite fulminante qui est une défaillance hépatique grave, aiguë. Elle va se traduire par des signes cliniques neurologiques, c'est les signes d'encéphalopathie, par d'hémorragie, par une défaillance des facteurs de coagulation, une cytolyse qui est très très importante, un effondrement du facteur 5, facteur de coagulation et du TP. C'est ça, donc c'est les signes d'une hépatite fulminante. Quatrième situation, c'est le neuropaludisme. Le neuropaludisme, c'est une forme qui est grave du paludisme. Donc le paludisme, c'est un cours à part, c'est une infection parasitaire ou bien c'est une maladie due à un parasite qui est le plasmodium, transmis à l'homme par un vecteur qui est l'anophèle, c'est ça. Le neuropaludisme, c'est une forme clinique qui est très grave où dans ces situations, il faut instaurer le traitement en urgence. Un sujet de retour d'un pays tropical avec un syndrome infectieux, on va la suspecter, surtout avec des signes neurologiques, on va la suspecter rapidement, pratiquer un frottis sanguin et une goutte épaisse et instaurer un traitement en urgence à base de Kinemax injectable. Deuxièmement, c'est reconnaître l'ictère et son type à partir des données cliniques et des données biologiques. Dans l'ictère à bilirubine libre, les urines sont claires, les selles sont de coloration normale, il n'y a pas de prurite, le bilan hépatique généralement il est normal, mais il y a une hyperbilirubinémie à prédominance libre, c'est-à-dire la prédominance ça dépasse les 70% du taux total. Par contre, dans l'ictère à bilirubine conjuguée, les urines sont foncées parce qu'il y a un obstacle. Par contre, les selles sont décolorées. Le prurite, il peut être présent dans l'ictère donc cholestatique chez 20 à 25% des patients. Il y a aussi un bilan hépatique qui est perturbé et une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée. Et puis, la troisième étape, c'est le diagnostic étiologique. C'est une étape qui est très importante, très vaste par les explorations, les recherches pour reconnaître l'étiologie de cet ictère après bien sûr avoir éliminé une situation urgente, identifié le type d'ictère et puis on est dans l'étape du diagnostic étiologique. L'interrogatoire
Donc bien sûr, on va poser des questions sur, donc pour le malade s'il est conscient ou bien pour son entourage si le malade il est obnubilé ou bien il ne peut pas répondre vu l'altération de son état général. Bien sûr, des antécédents familiaux pour donc des hémopathies. Notion de lithiase vésiculaire, est-ce qu'il a subi une intervention sur les voies biliaires? Pour la femme, un avortement ou un accouchement, donc surtout c'est pour les anaérobies, les sepsis anaérobies pour le Clostridium perfringens. Est-ce que le malade a l'habitude de faire des coliques hépatiques? C'est une douleur au niveau de l'hypocondre droit après un repas graisseux. Notion de voyage, la profession aussi elle est très très importante, surtout pour la leptospirose, la bilharziose, etc. Prise médicamenteuse, donc l'ictère il peut être secondaire à une prise médicamenteuse comme le paracétamol et les ANS. Et puis il faut préciser les caractères de cet ictère, les prodromes, c'est-à-dire les signes qui ont précédé l'apparition de l'ictère, les circonstances d'apparition, le début, les signes associés, etc. Et puis, on va passer bien sûr à l'examen clinique. On va commencer par l'inspection. Donc, à travers les yeux, on peut évaluer l'intensité de l'ictère. Est-ce que c'est un subictère, c'est un léger ictère, un ictère franc? La circulation veineuse collatérale secondaire à une hypertension portale, c'est un réseau vasculaire veineux qui peut être apparent à l'œil nu, surtout au niveau du ventre. Les angiomes stellaires aussi, secondaires à une défaillance hépatique, les lésions de grattage secondaires au prurite, tatouage par exemple, surtout chez les malades chez qui on peut suspecter des hépatites B ou bien des hépatites C surtout, distension abdominale, donc en cas d'acide par exemple, ou bien un foie qui est volumineux, etc., ou bien une splénomégalie importante, la pâleur cutanéo-muqueuse lorsque l'hémolyse, le mécanisme d'hémolyse il est important par une anémie importante. Deuxième étape, c'est la percussion et la palpation. Donc à travers cette étape, on peut évaluer ou bien apprécier l'état du foie. Est-ce qu'il y a une hépatomégalie? Le foie il est sensible, il est normal dans sa palpation. Est-ce qu'il est douloureux? Est-ce qu'il est volumineux? Une splénomégalie, une ascite, donc qui oriente vers la cirrhose, et parfois on peut palper une grosse vésicule biliaire, surtout les cas du cancer de la tête du pancréas. Troisième étape, c'est les examens complémentaires. On commence par la biologie. Il y a des examens de première intention. Donc la formule, on va commencer par la formule où on peut attirer plusieurs informations. Est-ce qu'il y a une anémie dans l'hémolyse, l'hyperleucocytose dans les situations d'angiocolite par exemple, présence de lithiase de la voie biliaire principale, l'hyperéosinophilie dans les hépatites médicamenteuses, une leucopénie dans les hépatites virales, une augmentation du bilan hépatique pour ALAT et AZAT, surtout dans les hépatites virales aiguës. Parfois ça dépasse les 1000. Les phosphatases alcalines et les gamma-GT dans les ictères cholestatiques. D'autres examens biologiques en deuxième intention, orientés par ce qu'on a attiré à partir de l'interrogatoire, de l'examen physique et le bilan initial. Donc le fer sérique et le taux de réticulocytes qui est augmenté dans les hémolyses, sérologie virale, les hépatites par exemple, les mononucléoses infectieuses, cytomégalovirus, le VIH, sérologie bactérienne dans l'leptospirose, la fièvre boutonneuse méditerranéenne ou bien toutes les rickettsioses, syphilis, brucellose, typhoïde, sérologie parasitaire dans le cas d'amybiase ou bien le kyste hépatique. Dans le paludisme, c'est la goutte épaisse et le frottis sanguin, l'électrophorèse des protéines, les marqueurs d'auto-immunité, les marqueurs tumoraux, surtout l'alpha-fétoprotéine, les hémocultures, etc. Pour les examens morphologiques, le chef de file, c'est l'échographie abdominale. L'échographie abdominale, donc où on peut voir l'état des voies biliaires intra ou extra hépatiques dilatées ou non, le foie, est-ce qu'il est homogène, est-ce qu'il y a des nodules, est-ce qu'il est augmenté de volume, la vésicule biliaire, le pancréas,
l'acide, les adénopathies, splénomégalie. Donc on peut attirer plusieurs informations à travers l'échographie. Et puis, pour les étiologies, bien sûr, pour les deux types d'ictères, il y a des causes infectieuses et des causes non infectieuses. Pour l'ictère à bilirubine libre, les causes infectieuses, bien sûr, on va commencer par les causes infectieuses comme le paludisme, babésiose, les infections à Clostridium perfringens, les anémies hémolytiques, donc d'origine secondaire à des infections virales ou bien bactériennes, etc. Causes non infectieuses comme les hémoglobinopathies, les drépanocytoses, les thalassémies, les érythroenzymopathies, comme le déficit en G6PD. C'est ça. Donc, nota bene, les poussées d'hémolyse peuvent être déclenchées par des infections intercurrentes. Pour deuxième type d'ictère, les étiologies infectieuses, donc l'infection peut être focalisée au niveau du foie, kyste hépatique, abcès hépatique, pyogène, amébien ou bien à champignons. Le foie, lorsqu'il est homogène, c'est surtout dans les hépatites virales, dans la leptospirose, dans sa forme ictéro-hémorragique, les hépatites granulomateuses, comme le cas des mycobactéries, la fièvre Q, la brucellose, syphilis, et les causes non infectieuses, comme le cancer du foie, soit un cancer primitive ou bien secondaire, les hépatites toxiques, médicamenteuses ou bien alcooliques, l'insuffisance cardiaque droite, où donc on va avoir ce qu'on appelle le foie cardiaque. Il est très augmenté de taille, il est très douloureux à la palpation. Donc on peut voir un ictère dans l'insuffisance cardiaque droite, et rarement les mécanismes auto-immuns dans la cirrhose biliaire primitive, la cholangite sclérosante et le cholestase gravidique. C'est un résumé de tout ce qu'on a dit à peu près pour les causes de cholestase et d'hémolyse. Comme conclusion, l'ictère fébrile constitue une urgence diagnostique et thérapeutique aussi. Certaines étiologies nécessitent des mesures thérapeutiques urgentes. Elles doivent être toujours évoquées en premier lieu. Seule une analyse attentive des données anamnéstiques, cliniques et paracliniques permet d'aboutir à un diagnostic étiologique et par conséquent mise en route d'un traitement adéquat. Et c'est l'objectif de tout ce qu'on a fait. Donc c'est ça, c'est notre TD, conduite à tenir devant un ictère fébrile. Il faut surtout il faut savoir les situations d'urgence, savoir éliminer les situations d'urgence, et puis les explorations, c'est au fur et à mesure. C'est l'objectif du TD. Je vous remercie et surtout bon courage.